L'aiguille du Midi. Sa silhouette élancée, reconnaissable entre toutes les aiguilles de Chamonix, et la proximité du Mont Blanc ont toujours attiré sur elle regards et convoitises. L'aiguille du Midi a ainsi été gravée dès 1818, mais en 1905 a germé l'idée folle de permettre à tous d'en atteindre la cime sans pour autant être alpiniste. Il faut dire que de là-haut, à 3842 mètres, on est subjugué par le spectacle des géants de roc, de neige et de glace, qui, en France, en Italie et en Suisse, érigent la splendeur des Alpes. L'élaboration, puis la réalisation d'un chemin de fer aérien à destination du toit de l'Europe ont donné lieu à une véritable épopée. Ces épisodes dramatiques ou glorieux ont abouti à la mise en service en 1955 du téléphérique alors le plus haut et le plus long du monde et resté le plus célèbre. 100 ans après le premier téléphérique, l'aventure continue à l'Aiguille du Midi. Elle accueille chaque année un demi-million de visiteurs, skieurs, alpinistes, adeptes du vol en wingsuit et touristes émerveillés. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi est techniquement constitué de 2 tronçons de téléphérique à va-et-vient indépendants. Le premier tronçon mesure 2553 mètres et possède 3 pylônes de ligne, respectivement 70, 40 et 25 mètres de hauteur. Il relie le centre-ville de Chamonix à 1038 mètres au plan de l'Aiguille à 2317 mètres d'altitude, soit une dénivelée totale de 1279 mètres. Le trajet s'effectue en 6 à 8 minutes à la vitesse de 7 à 10 mètres secondes dans une cabine pouvant accueillir 75 passagers. Le passage sur 2 des 3 pylônes, surtout le premier en descente notamment, marque un brusque changement de pente parmi les plus forts pour un téléphérique, d'où un léger airtime en position debout, semblable à celui d'une attraction ou d'un ascenseur rapide. La gare du plan de l'Aiguille constitue le cœur technique des téléphériques. C'est ici que sont implantés les moteurs, des câbles tracteurs et les contrepoids de tension des câbles porteurs. Le second tronçon s'étend sur 2867 mètres. Il relie le plan de l'Aiguille au niveau de l'arrivée du premier tronçon au piton nord de l'Aiguille du Midi à 3777 mètres, soit un dénivelé total de 1470 mètres. Le trajet est cette fois réalisé via une unique portée sans aucun pylône intermédiaire, ce qui est le cas depuis sa construction et un exploit pour l'époque et offre des hauteurs de survol de plusieurs centaines de mètres. Le trajet s'effectue en 6 à 8 minutes à une vitesse importante de 9 à 12 mètres secondes avec une pente au sommet de 110%, soit 47 degrés, atteignant donc une vitesse verticale allant jusqu'à 30 km/h, dans une cabine pouvant accueillir 66 passagers. À l'arrivée, une passerelle permet de gagner le piton central que l'on peut explorer via des galeries percées dans la roche. De là, un ascenseur de 66 mètres conduit à une vitesse de 3,7 mètres secondes vers le sommet de l'Aiguille, à l'altitude de 3842 mètres sur la terrasse panoramique surmontée
de l'émetteur hertzien. La vue s'y développe à 360 degrés, offrant un panorama sur le massif du Mont Blanc, la vallée de l'Arve tout en contrebas, ainsi que les principaux sommets environnants des Alpes, français, suisses et italiens. Depuis l'Aiguille du Midi, il est possible de poursuivre durant l'été l'excursion via la télécabine de la pointe Elbronner. L'Aiguille du Midi est très fréquentée par les alpinistes comme point de départ pour de nombreux sommets entourant la Vallée Blanche et pour ses nombreuses voies glaciaires, mixtes ou purement rocheuses. C'est également le point de départ en hiver de la descente en ski de la célèbre Vallée Blanche. La télécabine de la pointe Elbronner. Située au bout d'une galerie dans le piton central de l'Aiguille du Midi, la gare amont est creusée dans le roc à l'altitude de 3777 mètres. La première partie de la ligne, jusqu'au Gros Rognon, à 3541 mètres, est longue de près de 1700 mètres et affiche le dénivelé le plus important du trajet. La descente, depuis la gare de l'Aiguille, est assez impressionnante et survole la Vallée Blanche. La ligne devient plate à mi-parcours jusqu'au Gros Rognon. Cet unique rocher, émergeant des vastes étendues de glace, offre un point d'appui au prix d'une déviation de la ligne. La gare est purement technique et en exploitation. Aucun passager n'est autorisé à y descendre. L'écartement des deux voies du câble porteur augmente de la gare de départ jusqu'au Gros Rognon et diminue ensuite jusqu'à la gare d'arrivée de la pointe Elbronner. La deuxième partie de la ligne rend ce téléphérique hors norme avec l'une des plus longues portées sans pylône. À la sortie du Gros Rognon, la ligne attaque une descente survolant les rochers, puis devient horizontale en son milieu à 300 mètres au-dessus du glacier du Géant, pour remonter légèrement au pylône suspendu des flambeaux. Un second appui de la ligne est nécessaire, mais il n'y a aucun rocher à proximité du tracé de la ligne. Aussi, le comte Dino Laura Totino eut-il l'idée, au passage du col des Flambeaux, de tendre des câbles entre deux massifs et d'y suspendre une tête de pylône normale. Ainsi naquit le sabot suspendu entre les deux massifs du petit et du grand flambeau. La troisième et dernière partie de la ligne va du pylône suspendu à la gare d'Elbronner. Cette section est quasiment horizontale, d'une hauteur de survol plus faible. La gare aval d'arrivée permet ensuite la descente sur Courmayeur via le Skyway Montebianco qui remplace depuis 2015 l'ancien téléphérique Funivi Montebianco. Bien que toutes ces installations aient été rénovées et mises à niveau au fil du temps, il faut quand même saluer l'audace et les prouesses techniques des ingénieurs de l'époque, et surtout se souvenir que derrière tout cela, il y a eu des hommes endurants et courageux, capables de construire ces téléphériques hors du commun.